juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé exprès. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains. Il est l'heure du Juste Bistrot, 16h50, un petit peu de retard, excusez-moi, j'ai enregistré un interview juste avant, vidéo qui sortira demain sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'enchaîne, c'est l'enchaînement, mais c'est surtout le plaisir de vous retrouver les copains. J'espère que vous êtes en pleine forme, plein badin, que vous êtes au taquet. En plus, c'est la dernière fois qu'on se retrouve de la semaine, parce que demain, direction Bordeaux. Eh oui, direction Bordeaux pour le spectacle Zinzin, les amis. Alors, on se retrouvera lundi, voilà, dans le Juste Bistrot, pour une semaine entière de bonheur. Voilà, parce que là, j'ai pas de date la semaine prochaine, donc on va se régaler. On est en mode bûcheron, on est impeccable. Regarde, il y a le t-shirt Van Gogh. Alors, c'est bon, c'est une merde à 10 balles, hein, mais bon, il y a écrit Van Gogh. Je me suis dit, ça me donne un air artistique. Donc voilà les copains. On se retrouve aujourd'hui avec un joli menu. C'est une vidéo que je vous prépare depuis
2 semaines maintenant, et je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'a chamboulé. Ah, vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un livre qui s'est imposé dans mon top livre d'entrée. Voilà, d'entrée de jeu. Je vais tout vous présenter aujourd'hui. On va parler littérature. Voilà, ça fait plaisir. Et je pense que ce livre va vous donner envie, il va vous faire aimer la philo, il va vous faire changer de regard sur la société. Bref, c'est magique. C'est de la magie, hein. C'est pour la magie, hein. Donc voilà les amis, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Mais d'abord, installez-vous confortablement. On papote. Voilà. Merci à la Girafe 84 pour le subprime. 21e mois, ça c'est sympa. Merci également à Ishigo Bankai 38 pour le subprime 26e mois. Merci les copains. Voilà, merci d'être là. Merci d'être vivant. Merci d'être au top. Voilà, merci d'être au top les copains. Il y a Hervéro qui dit bravo pour hier Rémi. Ben, merci les amis, merci encore à Idriss Aberkan pour l'invitation. On est allé, je suis allé porter le message de cette lutte contre l'euthanasie sans limite chez Idriss Aberkan. J'espère que, voilà, que la vidéo vous a plu les copains. J'espère que l'échange était intéressant. Voilà, Bayard 92 qui dit super émission avec l'ami Idriss aussi, ça fait plaisir. Merci les amis, voilà, merci beaucoup. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? On a bricolé, on a papoté. We have papote. Triptyque qui dit coucou du Bordelais, vivement samedi. Eh oui, samedi, on va se retrouver, les amis. Ça va être magnifique. On va être entre zinzin. J'ai hâte, j'ai hâte, les amis. J'ai plein de nouvelles blagues. Enfin, tu vois, ouais, c'est deux putes dans un ascenseur. Ah, elle n'est pas dans le spectacle, celle-là. Non, j'ai pas mise. Voilà. Vidéate Neukadat qui dit, elle est sur YouTube. Alors, je pense que c'est la vidéo avec Idriss Aberkan. Absolument, elle est sur la chaîne d'Idriss Aberkan. Jojo Lastico-sauteur qui dit, oui, beau boulot. Merci, les amis. Merci beaucoup. C'est vrai que j'étais très content d'aller chez Idriss Aberkan parce que de par le volume, avec plus d'1 million d'abonnés, c'est une porte ouverte et c'est vrai que je voulais absolument parler de ce sujet-là et je voulais pas parler d'un autre sujet. Vous le savez, c'est un peu la croisade dans laquelle je suis actuellement. C'est pas pour jouer au plus malin. Je suis persuadé que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde et je préfère passer pour un taré qui parle que de ça pendant plusieurs mois, mais qui essaye d'alerter, plutôt que de me dire ça fait pas beaucoup de vues et on arrête, quoi. Voilà, je vous le dis très honnêtement, les amis, je sais que ce sujet va peut-être un petit peu vous saouler à force, mais tant pis. Au moins jusqu'au 27 mai, grand minimum, parce que le débat est le 27. On va en parler à fond et je continuerai après, parce qu'à mon avis, on n'a pas fini de parler de ce projet de loi. Et ce qui est fou, c'est que ça ne prend pas, il n'y a pas plus d'alerte que ça, alors que parlez-en autour de vous à des gens qui ne sont pas du tout au courant. Et je pense que profondément, la grande majorité des gens sont choqués. Donc, on lâchera rien. Et tant pis si on fait moins de vues. Tant pis si ça saoule les gens. Je ne fais pas que ça pour faire des vues. Je ne fais pas que ça pour développer une chaîne YouTube. Je fais aussi ça parfois pour partager des sujets qui me tiennent à cœur. Il y a la côte de bœuf et ça. Voilà. Donc, en ce moment, c'est quand même plus important, la lutte contre l'euthanasie. Voilà. Triptyque qui dit magret séché maison ou cannelé passe commande. Arrête. Ah, tu peux pas me dire ça, je vais y croire. On joue pas avec l'appétit des gens, arrête. Non, mais t'es fou, magret séché. De toute façon, magret séché, c'est toujours, quelle que soit la question, magret séché ou Lamborghini, magret séché. Déjà parce que va bouffer une Lamborghini, voilà. Donc, non, mais arrête, c'est trop gentil, t'es fou, t'es zinzin, attends. Donc voilà, Monsieur Dagon qui dit la côte de bœuf, c'est sacré, évidemment. Et Vidéate, Neukadat qui dit tu as raison d'en parler. Mais merci les amis, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que je vous avoue, on est entre nous, on papote, c'est le juste bistrot. Puis j'aime bien parce que ça me permet, je vous pose des questions, ça me permet d'avoir vos retours. Là, bon, après, c'est pas un concours de sgeg, qu'on soit bien d'accord, on s'en fout, mais la vidéo chez Idriss, je pense, va pas du tout faire partie de ses meilleurs scores. Je pense franchement que le sujet ne passionne pas les troupes. Il y a une scène dans un film. Tu vois, on est à 127 000 vues, ce qui, pour lui, pour ses scores habituels, est vraiment pas foufou. Franchement, hier soir, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit peu un doute. Et je me disais, mais peut-être que je fais une fixette sur un truc dont tout le monde se fout, quoi. Et j'ai un peu des doutes de temps à autre en me disant, mais en fait, tu parles tout le temps d'un sujet, et peut-être que tout le monde s'en branle, et peut-être qu'il y a de bonnes raisons, tu vois.
Je me dis, crier dans le désert, c'est bien, mais je me demande en fait à quel point ça peut percuter et à quel point les gens peut-être s'en foutent vraiment. Je sais pas. J'ai eu un peu de doute hier et je me suis dit, bon, bah tant pis, on va continuer, hein, on va continuer. Antoine Job qui dit, cette loi est déjà devenue incritiquable, c'est fou. On dirait, hein, on dirait. Hein. Athéna 0428 qui dit, tu as raison, c'est ma première en direct sur Twitch. Bah, bienvenue, merci beaucoup. Ravi de te recevoir. Voilà, rejoins la famille, c'est magnifique. Monsieur Dagon qui dit, on a perdu toute une dimension du sacré, c'est pour ça, ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Jojo sauteur qui dit tu n'es pas aussi connu que certains de ses invités plus spécialisés dans leur domaine. Non mais c'est vrai que tu vois la précédente fois que je suis allé chez Idriss Aberkan, on avait parlé de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump, ça venait de se faire. Donc tu veux, j'ai fait toute l'émission en essayant juste d'être un peu prudent et de dire voilà, on peut craindre ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'était une émission de prudence d'une certaine manière. Et la vidéo, pour vous dire, attends, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises. Je prends cette comparaison-là pour mesurer un peu les sujets qui prennent ou pas. Tu vois, ça avait fait sur le truc des États-Unis, c'était quand Pam, 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 pim, poum. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est celle-là, voilà. Ça avait fait 384 000 vues, tu vois. Alors que je pense qu'il y avait moins. Ça, c'était pas un sujet d'alerte. C'était pas un sujet qui concerne la vie des gens, tu vois. Et là, on est à peine à 130 000 vues sur la vidéo d'hier. Le temps fera son œuvre ou pas. Et comme dit, c'est pas très grave. C'est déjà extraordinaire. Donc je suis déjà ravi. Et c'est toujours un honneur et une opportunité d'aller chez Idriss Aberkan. Mais je me demande franchement si les gens ne percutent pas, soit parce que c'est un sujet qui fait peur et on préfère ne pas le regarder dans les yeux. Ce serait que la mort, c'est pas très fun. Et dire tout le temps la même chose, tu sais, de Trump, c'est super, Macron, c'est un méchant. Bon, bah, ça fait pas peur, on est habitué. Puis, tu sais, on regarde YouTube pour conforter ce qu'on pense déjà. Bon, bah, j'essaie un peu de sortir du bois et ça prend pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, ça prend pas. On va rien lâcher, puis on verra. Mais c'est vrai que, ouais, je suis assez étonné. Mais bon, après, je vous demande à vous, mais vous êtes des convaincus. Vous faites partie de la secte. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas objectif. Voilà, vous êtes des macronistes. Ça, c'était gratuit. Hein. Ça, c'était parfaitement gratuit. Hein. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, on va pas faire 2 heures là-dessus. En tout cas, on en reparlera déjà la semaine prochaine. Hein. Voilà, aujourd'hui, on a quelques autres petits sujets. On refera le point la semaine prochaine, les amis, sur tout ça, voilà. Sur le côté de la mobilisation, n'oubliez pas hein, la page, hein, la page de notre action citoyenne, c'est cette page-là. Vous pouvez taper euthanasie juste milieu sur Google, vous allez trouver. Donc, on a mis toutes les informations importantes dans un premier temps. Il y a un bloc de signature pour tous ceux qui veulent participer activement à cette action citoyenne. Et là, je mets à jour toutes les infos tous les jours pour suivre ce qui se dit dans les médias et compagnie. Donc, n'hésitez pas, les copains. Je prends vos messages. Il y a Nathalie Dude qui dit peut-on être un peu contradictoire? Avec plaisir, au contraire, c'est tout le but de la manœuvre. Mais où se trouve le libre arbitre? Ceux qui veulent mourir vont déjà en Belgique. Je reviendrai après juste là-dessus, hein, cher ami. Cher Nathalie Dude. Mathias EcoWeb qui dit j'ai le même problème Rémi dans mon travail. Si je poste sur les alternatives aux GAFAM, je fais un tas de vues. Mais si je parle de l'eau potable utilisée pour refroidir ChatGPT, on s'en branle. Si le sujet n'est pas porté par les médias, c'est compliqué. Autorang, c'est pas tant que les gens s'en foutent, mais pour eux, c'est nécessairement une bonne chose si tu ne pousses pas le truc. Antoine Job, as-tu pensé au fait qu'il pourrait proposer la vente des organes pour payer la famille? Alors, on peut tout imaginer après. Bayer 92, Rémi, tu t'apercevras que peu de gens se mobilisent. Le seul sujet qui met les Français dehors, c'est lorsque tu tapes dans le frigo et dans le porte-monnaie. Possible. Mais c'est vrai que sur l'une des oppositions que j'entends le plus et qui est chouette, parce que je le redis, hein, l'action qui est faite, les amis, c'est pas pour avoir raison. Hein, je cherche pas à prouver quelque chose ou à vous faire penser ou vous faire faire quelque chose. C'est pas du tout ça. Hein. Je milite pour que l'information arrive aux gens. Et il y a cet argument d'opposition souvent qui est de dire mais en fait, ça n'est pas à l'État de décider de la fin de vie des gens. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte d'inversion du réel. C'est-à-dire que j'ai vu des commentaires, même sous la vidéo d'Idriss Aberkan, qui disent « Mais chacun doit pouvoir choisir sa mort. » Mais
En fait, c'est là où je pense qu'il y a une forme d'incompréhension, et sûrement que j'explique pas assez bien, c'est sûr et certain, et peut-être que c'est pas clair ce que je dis, et c'est fort probable. Mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la scission que je fais entre l'euthanasie et l'euthanasie sans limite. Je le redis, l'euthanasie, c'est euh, une décision effectivement personnelle, c'est un sujet sociétal où l'avis de chacun est important et l'avis de chacun est légitime. Donc, vous pensez absolument ce que vous voulez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce contre quoi je milite aujourd'hui, c'est un projet d'euthanasie sans limite, donc typiquement d'un projet de loi qui va, sous prétexte de travailler sur l'euthanasie, ce qui au fond n'est pas le sujet premier, va modifier la loi pour permettre des choses qui vont au-delà de la, entre guillemets, simple question de l'euthanasie. Vous pouvez prendre le même exemple que sur l'éducation sexuelle à l'école. C'est-à-dire qu'il y a déjà une loi qui existe en France pour permettre et pour organiser la tenue de cours d'éducation sexuelle, avec les cours d'SVT notamment. Je crois que c'est 3 fois par an. Il y a une loi qui existe qui date de 2002, sauf erreur. Bon. Et ben aujourd'hui, vous trouvez des gens qui vont instrumentaliser la cause, qui vont dire non, non, mais c'est pour l'éducation sexuelle, parce que vous comprenez, il faut enseigner aux jeunes à être prudents, la notion de consentement, il faut enseigner tout ça. Donc, on met en avant de très bonnes raisons, si vous voulez, sur une loi existante qui est indiscutable. Mais on va dire non, non, mais on modifie quelques petits trucs, mais vous inquiétez pas. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus inquiétant. C'est pas l'euthanasie en tant que telle, c'est ce que ces gens qui portent le projet de loi aujourd'hui veulent ajouter. Et on va sur quelque chose de complètement différent. On va sur une monétisation de la vie des gens, où désormais l'euthanasie deviendra un business. Ce que les gens qui me disent, pardon, qui m'expliquent que c'est à chacun de décider sa fin de vie. Ça n'est pas ça que je remets en question. Ce que je remets en question, est ce que pour moi, et de manière purement subjective, ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que ça n'est pas véritablement du libre arbitre que de dire je décide de ma fin de vie. Parce que décider de sa fin de vie, si on le décide librement, on n'a pas besoin de s'en remettre à des entreprises qui usent et abusent de dispositifs légaux mis en place par l'État. C'est pas ça le libre arbitre. Là, aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus insidieux, c'est que l'État, sous couvert de dire c'est une décision personnelle, tout le monde doit avoir le droit de choisir sa mort, ce que voit l'État, c'est pas la question du droit, c'est pas la question de la liberté ou encore de la dignité. Ce que voit l'État, c'est le développement d'un business, le développement d'un secteur d'affaires, en poussant en plus un agenda idéologique qui est celui d'une forme, je suis désolé de le dire en ces termes-là, mais de réduction de la population. On va être très clair. On va être très clair sur le fait que l'individu qui n'est plus viable, pas seulement pour lui-même, qui n'est plus viable pour la société. Actuellement, aux Pays-Bas, il y a des députés socialistes qui ont déposé un projet de loi, enfin, ou un amendement, je crois que c'est un projet de loi, pour permettre l'euthanasie au motif de, je cite, vie accomplie pour les personnes de plus de 75 ans. Donc, ce que les gens qui mettent en avant, l'argument du choix individuel, de la liberté individuelle, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas plus libres. Je reprends le titre du livre de Johan Chapoutot, Libre d'obéir. Quand quelqu'un vous ouvre la porte d'un droit, il le fait de manière encadrée. Donc, vous êtes libre dans un enclos. Et après, on rentre dans un débat philosophique. Mais est-on vraiment libre ? Ça, c'est une question, on pourrait faire 4 heures, on pourrait faire une dissertation. Et je pense qu'en matière sociétale et en matière législative, nous ne sommes jamais vraiment libres. On est libre d'obéir. C'est-à-dire que quand on me dit, oui, mais chacun doit pouvoir choisir sa façon de mourir, admettons, moi, j'ai envie de me tirer une balle devant la Tour Eiffel. Est-ce que vous pensez que les policiers vont me laisser faire ? Là, quand on vous dit que vous allez être libre de choisir votre mort, vous allez être libre de choisir les options que l'on vous présente. C'est ça, pour moi, c'est ce que les gens doivent bien comprendre. C'est pas une question de libre arbitre, c'est pas du tout une question de ce que je mène actuellement sur l'euthanasie sans limite, c'est pas du tout une question de dire aux gens, vous devez pas du tout choisir. C'est juste de bien faire comprendre à ces gens-là qu'ils ne seront pas plus libres demain. Ils seront libres de choisir ce qu'on leur propose. Ça, d'accord. Mais aujourd'hui, notez que, par exemple, vous n'avez pas le droit de répandre des cendres où vous voulez.
En cas de crémation, vous n'avez pas le droit de faire ça. L'État encadre. Mais si ma volonté, en tant qu'individu libre, est que ma famille puisse répandre mes cendres dans l'océan Atlantique, ça, vous n'avez pas le droit. Donc vous voyez bien que non, vous ne choisissez pas votre mort aujourd'hui et vous ne la choisirez pas plus demain. Et c'est ça, c'est là-dessus que je veux véritablement alerter les gens, parce que chacun essaie de se rassurer, de se leurrer, et c'est toute l'idée de ce projet de loi d'euthanasie sans limite. C'est d'utiliser un argument moral qui est la liberté individuelle de choisir sa mort, ce qui est tout à fait entendable. Et qui va dire non, non, c'est l'État qui décide? Ce serait ridicule. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Et je suis complètement d'accord avec ceux qui militent pour l'idée de pouvoir choisir sa mort librement. Mais ce que ces gens-là ne comprennent pas, aveuglés par cet argument qui est agité par le gouvernement, c'est qu'ils ne seront pas plus libres demain. Ce sera peut-être même encore pire, parce qu'on va faire une sorte de marketing de la mort. Je prends la tribune de Madame Piazzi ou Piazzani qui est sortie dans Le Monde le 13 mai, je vous en ai parlé hier, cette dame donc professionnelle de santé qui explique qu'en région parisienne, il faut 6 mois pour trouver un professionnel de santé qui peut vous accompagner par exemple pour des problèmes psychologiques. Il faut 6 mois. Donc quelqu'un qui est dans une profonde dépression, qui nourrit des idées noires, cette personne aura plus facilement et plus rapidement accès à la mort qu'à la vie. Mais cette personne, dans sa tête, elle sera libre, elle sera parfaitement libre, elle sera libre de choisir la mort. C'est juste que dans un premier temps, elle n'aura pas le choix, elle n'aura pas d'autre choix, elle n'aura pas d'alternative. Ses proches ne pourront même pas essayer de l'en dissuader, parce que ce serait interdit, c'est le délit d'entrave. Donc, si demain, votre mari, votre grand-mère, un de vos enfants veut se suicider, parce que, je ne sais pas, il s'est cassé une jambe, il a eu un accident de bagnole, il a vécu un drame, il a vécu une séparation, un deuil, je ne sais quelle raison, si un proche veut se suicider, vous n'aurez même pas le droit de l'en empêcher. Et de l'en empêcher, je ne dis pas de l'asseoir sur une chaise et l'attacher pour qu'il ne fasse rien. Vous n'aurez même pas le droit de lui dire « Réfléchis, viens, on va se promener. » On va dans la nature, on va boire un verre, on va au cinéma. Réfléchis, peut-être que c'est pas une bonne idée. Eh bien, vous n'aurez pas le droit. C'est un délit d'entrave. Donc, à quel moment l'argument de la liberté est valable? Parce que la liberté, c'est aussi la liberté d'un proche d'aimer. D'aimer son frère, sa mère, sa grand-mère, son pote, son collègue de bureau, j'en sais rien. C'est aussi la liberté d'aimer et la liberté d'essayer d'abattre toutes les cartes. Avant que cette personne ne s'abatte elle-même, si j'ose dire. C'est aussi contre ça que je lutte. C'est que l'argument de la liberté ne résiste pas à l'épreuve des faits. Tous ceux qui essaient de se rassurer en disant « Mais non, mais en fait, Rémi, tu dis n'importe quoi, ce projet d'euthanasie, il est très bien parce que c'est la liberté. » Mais il n'y aura pas de liberté. Il y aura encore moins de liberté pour les gens qui aiment leurs proches et qui ont envie de les aider. Ce qui ne change rien, au fond, à la décision. Chaque individu peut prendre sa décision. Celui qui veut se foutre en l'air, il se fout en l'air. Il peut y avoir 50 personnes qui vont lui dire non, il va le faire. Mais sauf que demain, si rien n'est fait, ces 50 personnes, elles, ne seront pas libres d'essayer de l'en dissuader, ne seront pas libres de l'accompagner, de l'aimer, de lui proposer peut-être une autre solution. Donc la liberté ne tient pas là-dessus. On va juste être libre de choisir notre mort d'après ce que l'État va nous proposer pour faire des économies. Si c'est ça la liberté, il faut la remettre en question. Oui, évidemment, ça n'est pas ça la liberté. Donc voilà les amis, désolé, je reviens encore sur ce sujet, mais comme je vous l'ai dit, je ne lâcherai rien parce que je suis persuadé que tout le monde est concerné par ce sujet, en tout cas tel que le projet de loi est proposé, et ce délit d'entrave est l'un des éléments les plus marquants qui me font croire profondément et intimement que toute personne qui est confrontée à ce que je vous dis là se rend bien compte par simple bon sens, que c'est un scandale, que c'est purement scandaleux. À la limite, débarrassons-nous de la question de l'euthanasie. Si cette question fait peur, ok, débarrassons-nous-en, et j'en conviens, la liberté, chacun peut choisir, c'est pas à l'État de décider, si vous voulez. Mais la simple idée que demain, votre meilleur ami veuille se pendre parce que sa gonzesse ou son mec l'a quitté, et que, comme toute rupture amoureuse, on n'est pas bien et on a des idées noires et on écoute du Vianney et on a envie de se pendre, et vous n'aurez même pas le droit de l'en empêcher. Vous n'aurez pas le droit de l'aimer, vous n'aurez pas le droit de l'accompagner si cette personne veut activer l'euthanasie. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une forme de censure sur ce que chaque individu a de plus intime, à savoir sa mort. Donc, c'est contre ça, les amis, que je veux véritablement me battre. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que hier, quand c'était pendant le Covid, sur le Rivotril,
notamment, qui était une forme d'euthanasie déguisée pour libérer des lits et parce que le système de santé ne pouvait déjà pas répondre à l'accompagnement de nos aînés, là, on était beaucoup plus nombreux à hurler et à dire que c'était pas normal. Donc, moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de silence sur une situation qui est identique. Il faut se rappeler également quand le gouvernement, concernant le vaccin, voulait criminaliser les discours contre l'injection Covid-19. On était beaucoup plus nombreux à discuter. Et là, on n'y est pas. Et là, il se passe rien. Et ça, je comprends pas. Ça, je le dis, je le comprends pas. Et profondément, ça m'emmerde. Donc voilà. Peut-être que je fais une fixette sur un sujet dont tout le monde se fout. Et ben tant pis. Et ben tant pis, et j'ai pas envie de me résigner, surtout quand on voit ce genre de discours, par exemple d'un certain docteur Touraine, vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule, et qui nous explique ceci. Et pour vous dire à quel point ils sont clairs. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible, et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques, dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. On n'obtiendra pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est clair. Ils vous le disent. Donc bref, on va parler d'autre chose un petit peu, les amis. Je vous l'ai dit, on fait au moins une fois tous les 2 jours. Voilà, pour quand même, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Voilà, donc je suis votre monture. J'ai envie d'être en forme. Je remercie d'ailleurs, je vois au bon tweet, Victor Sinclair, sympa comme tout d'ailleurs. J'aimerais le rencontrer un jour, il me fait marrer, c'est sympa, qui a relayé justement la vidéo que je viens de vous montrer. Donc il y a des relais qui se mettent en place et ça fait plaisir. Je pense à l'ami Nicolas Bouvier également, que j'embrasse, qui fait un super boulot. Voilà, il y a des relais qui se mettent en place. Donc je trouve que dans l'ensemble, c'est encore un peu timide, mais j'embrasse et je salue tous ceux qui le font, tous ceux qui le relaient. Et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Je le redis, c'est pas moi le lanceur d'alerte, c'est pas mon sujet, c'est pas moi le spécialiste. C'est juste une question d'informer nos communautés et que ça puisse infuser le plus loin possible, voilà, avec le plus de gens possible. Donc merci à Au Bon Tweet qu'on embrasse. Voilà, ça fait plaisir. Et qui est le bienvenu sur Juste Milieu, voilà, évidemment. Faut pas déconner, on est copains, on est humanistes. Qu'est-ce que tu veux, on est tous de gauche, on est tous des fans de Glucksmann. Non. Non, on n'est pas des fans de Glucksmann, ça c'est vrai. Donc, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Alors, on a des petites séquences pêle-mêle avant que je vous parle d'un des livres qui est devenu l'un de mes livres préférés. Voilà, en une lecture. Vraiment, je vais vous parler de ça. J'ai hâte parce que ça fait 2 semaines que je me dis que je vais en parler aux copains du Juste Bistrot. Ça arrive. Quelques petites séquences déjà pêle-mêle, ce qu'on a pu avoir. Alors, forcément, c'est François Bayrou. Alors, faut en parler. Vous avez vu, hier, il a été entendu dans la commission autour de la gestion du cas Betaram et d'autres cas du genre. Bon, bah là, j'ai vu les journaux, ils ont dit François Bayrou a-t-il menti? C'est marrant parce que moi, à François Bayrou, j'avais la réponse. J'ai vu les articles de journaux quand François Bayrou confus par moment. Voilà. Alors, une fois de plus, hein, c'est pas que je veux pas vous en parler, les amis, hein, que je veux pas vous parler de l'affaire Betaram. On a déjà fait plusieurs séquences là-dessus. On a déjà évoqué plusieurs choses. On a une vidéo d'ailleurs qui est sortie mardi à ce sujet sur la gestion de Betaram. Moi, si vous voulez, c'est pas que je veux pas vous en parler, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur le fait qu'il semble indubitable que François Bayrou ait gardé le silence dans cette situation. Je veux dire, là, on est en train de nous enrhumer. Je veux dire, dans un sens comme dans l'autre, on nous enrhume complètement. Je veux dire, moi, ce qui me choque de prime abord, si vous voulez, avant même le comportement de Bayrou en commission, a-t-il été clair, a-t-il été confus? Ce qui me choque, c'est que ce monsieur soit resté Premier ministre. En vérité, le plus choquant, c'est ça. C'est-à-dire que François Bayrou n'en a tellement rien à foutre que finalement, que sa condamnation soit confirmée ou pas, qu'il soit jugé coupable ou pas,
le monsieur ne se retire pas. Le monsieur ne juge même pas bon de quitter le gouvernement pour préparer sa défense, si tu veux. Donc, euh, donc moi, c'est ça qui me choque. Merci à Dans ton milieu qui vient d'offrir un sub à Alban Vass. Moi, ce qui me choque le plus, c'est ça, si vous voulez. Maintenant, sur le reste, sa femme qui était prof là-bas, sa gosse qui a été envoyée là-bas, qui témoigne 40 ans plus tard pour nous dire qu'elle a reçu des coups, qu'elle a été tirée par les cheveux à même le sol, des trucs terribles. Et on est là à se poser la question de Bayrou le savait-il? Alors, d'accord, on ne peut préjuger de rien, et respectons la justice qui va faire son travail, et présomption d'innocence et tout. Mais au bout d'un moment, qu'ils aillent tous se faire cuire le cul. Parce qu'au bout d'un moment, la présomption d'innocence, elle est mignonne comme tout, mais ça sert souvent à protéger des salauds. C'est quand même assez extraordinaire, tu vois. Toi, tu payes pas tes impôts. Toi, sur la route, tu commets une infraction. C'est un peu une galère parce que, je sais pas, t'as les gosses à aller chercher. T'es pas un mauvais pilote, mais tu fais une fois une galère. Bon, ben voilà, tu prends une amende, tu te fais sanctionner. Ça marche comme ça, le peuple. Présomption d'innocence. C'est marrant, elle prend de l'ampleur dans les cas médiatiques. Donc, François Bayrou, si vous voulez, je fais un peu de démagogie à 2 balles, qu'on soit bien d'accord. Mais au bout d'un moment, cette affaire nous démontre une fois de plus la capacité du système à, euh, à complexifier la réalité. C'est-à-dire, on a des faits sous les yeux de quelqu'un dont la femme était prof là-bas, dont quelqu'un dont la gosse était là-bas, qui témoigne 40 ans plus tard parce qu'il s'est rendu compte de rien. Enfin bref, rien ne concorde. Le mec a menti depuis le début. Il y a des versions contradictoires. Si je dis qu'il a menti, c'est entre ses propres versions. Je ne dis même pas par rapport aux faits. Et aujourd'hui, on est là, ouais, mais vous comprenez, la justice, la présomption d'innocence et compagnie. Et il est toujours en poste. Même pas, il se retire pour préparer sa défense. Ça témoigne de l'impunité. À la limite, c'est ce que je veux dire par là. Le reste de l'affaire, les amis, vraiment, il y a un angle, moi, qui est saillant et dont personne, enfin, peu de gens parlent, et ce que je trouve assez curieux, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais ce qui me choque le plus, c'est que non seulement Bayrou ne se retire pas, voilà, je vous l'ai dit, c'est ça, mais c'est surtout que pour moi, c'est une forme, c'est un aveu d'impunité. Parce que Bayrou sait très bien, il prend le risque de rester en poste malgré ce qui pèse sur lui. Il n'a même pas l'intention de dire je vais protéger mon honneur et je vais me retirer, je vais préparer ma défense. Quand bien même il est sûr de son innocence. Donc, c'est la preuve que ce système, en fait, fabrique l'impunité. Parce que si demain, Bayrou est condamné, on va faire quoi? Vous avez vu tous les condamnés au gouvernement? Ça va changer quoi? On s'est habitué à ce genre de comportement. Donc, évidemment qu'il y a de l'ordurerie à tous les étages, évidemment que Bayrou est dans la contradiction permanente et qu'il en est au stade de se foutre de la gueule du monde. Évidemment. Vous avez vu cette histoire de Bayrou qui est arrivé avec le livre La Meute, fameuse enquête sur la France insoumise, parce que face à lui, hein, il a, dans les gens qui lui posent des questions, il a un Paul Vannier, un député de la France insoumise. Regardez ce qui s'est passé. Pour moi, il y a une séquence qui résume tout. Qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Excusez-moi. Et cette méthode, elle est décrite par Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je connais, je crois. Et il dit, vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi. C'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps. Et je vais vous en donner la preuve. La circulaire, vous venez de dire, la circulaire, elle ne parle pas de la protection des enfants. Voilà la première ligne, aider les élèves, les parents et les adultes de la communauté scolaire. Donc hier, la commission, ça a été ça tout le long. Ça a été ça tout le long, c'est-à-dire de Bayrou qui va chercher des circulaires, des éléments, on va complexifier le débat, tout ça en s'appuyant sur une enquête sur la France insoumise. Enfin, on en est donc là, quoi. On en est donc là. C'est véritablement absurde, c'est véritablement dégueulasse. Mais ce qui me choque le plus là-dessus, parce que c'est vrai que genre, la commission, j'ai vu des extraits, ça m'intéresse absolument pas. Genre, comptez pas sur moi pour faire du react à regarder ces bêtises-là, alors que il y a pour moi des éléments un peu plus dans l'ombre,
peut-être un peu plus difficiles à analyser, qui sont criants. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en fin de semaine dernière concernant les révélations du Canard enchaîné, donc du 7 mai, où on apprenait que la fille de François Bayrou, Hélène Perlan, celle qui a témoigné dans le livre Le silence de Bétarame, le Canard enchaîné révèle que ce que la fille de François Bayrou a dit, ça ne tient pas. La congrégation religieuse dans laquelle elle devait être, où elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle a fréquenté des gens de Bétarame et qu'elle a été frappée, il y a eu un rapprochement entre la congrégation où elle était et Bétarame en 2009. Donc la version de la fille de Bayrou ne tient pas. Tout ça dans un contexte où, bonne phrase de complotiste, comme par hasard, il y a un livre qui sort 2 semaines avant la comparution de Bayrou devant la commission, et comme par hasard, sa fille se dit « Tiens, quel bon moment pour dire que j'ai été victime ». Donc c'est ce renversement dont on a parlé, où Bayrou passe de potentiel menteur et complice à père de victime qu'il ignorait. Mais on se fout de la gueule de qui? Et un autre élément qu'il faudrait peut-être un petit peu mettre sur la table, c'est le rôle d'Alain Esquer. Donc je vous l'ai dit, Alain Esquer, victime de Bétarame, on en a parlé la semaine dernière, qui a officieusement pris la tête des groupes de victimes. Il s'en est fait un petit peu le porte-parole. Et ce monsieur, aujourd'hui, est en lien clair avec François Bayrou. Il est en train de négocier un poste à la tête d'une officine publique dont le budget, c'est toujours le Canard enchaîné qui l'a dit, le budget avoisinerait les 4 millions d'euros. Et ce monsieur a ouvertement dit dans le livre Le silence de Bétarame, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre un poste par rapport à ça? Donc ce monsieur est en train de négocier son poste. Donc de fait, d'instrumentaliser la cause des victimes. Et d'ailleurs, dans les victimes de Bétarame et d'autres congrégations religieuses, vous avez plusieurs personnes qui se sont levées contre Alain Esquer et qui ont dit non, on ne veut pas être représenté par ce type qui est en train d'instrumentaliser notre cause en vue de ses ambitions personnelles et en vue de son portefeuille. Donc Bayrou met en avant ce monsieur comme un porte-parole de victime. Il l'a complètement instrumentalisé. Rappelez-vous son intervention il y a 2 mois, environ 1 mois et demi, 2 mois, où Bayrou intervient devant des victimes. Il y avait Alain Esquer. C'est Alain Esquer qui va être potentiellement mis à la tête d'un groupuscule public pour lutter contre les violences faites aux gosses et compagnie, grassement payé. Grassement payé. Et qu'est-ce qu'a dit Alain Esquer sur BFM TV hier? Il a dit ça, que c'est bizarre. Et quand vous entendez François Bayrou dire ce soir, c'est sa ligne de défense, je ne savais rien de plus quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est-à-dire au milieu des années 90, rien de plus que ce que la presse en disait. Est-ce que pour vous, il est crédible sur ce point-là ? Écoutez, moi je n'en sais rien, c'est chacun qui fera sa propre analyse de la situation, il n'est pas épargné et c'est très bien ainsi, c'est le jeu démocratique de pouvoir effectivement s'exprimer devant une commission d'enquête parlementaire. Je le dis et le redis, pour nous le combat il est pour les victimes et c'est sûrement pas celui de François Bayrou ou d'autres responsables politiques qui devraient s'expliquer. Je rappelle quand même une chose, c'est pas François Bayrou qui nous a agressés dans l'établissement de Bétarame. Il y avait un certain nombre d'agresseurs, il y avait toute une communauté éducative. Ces gens-là ne s'expliquent pas, on ne les entend pas. Ça va de l'infirmière au médecin, à toute cette communauté, tous les enseignants, les surveillants, les prêtres. C'est eux à qui il faut demander des comptes. Le politique, c'est autre chose. Et aujourd'hui, effectivement, il assume ses responsabilités en se défendant devant la commission d'enquête parlementaire et tout le monde constatera qu'il n'est pas ménagé. Voilà. Donc aujourd'hui, Alain Esquer te dit non, mais le problème, c'est pas François Bayrou, c'est pas lui qui nous a agressés. Ah bon? C'est-à-dire que l'action, potentiellement, le jugement sera rendu peut-être un jour, le potentiel silence de François Bayrou qui a permis la continuité des agressions, c'est pas ça le problème. Donc on en est là, en fait, sur l'instrumentalisation des victimes. Donc, si vous voulez, c'est très délicat ce que je dis. Je suis vraiment pas à l'aise de vous dire ça parce que Alain Esquer, sans nul doute, est une victime de Bétarame. Donc c'est toujours rude de retourner la faute sur les victimes, qu'on soit clair. Mais je parle bien d'Alain Esquer lui-même et pas toutes les victimes. Pas toutes les victimes, parce que s'il y en a bien qu'on voit dans les médias de partout, c'est lui. Celui qui signe le livre, qui co-signe le livre de Bétarame, c'est lui. Celui qui négocie un poste pour prendre la tête d'un groupuscule obscur financé par beaucoup de pognon public, c'est lui.
Donc, il y a une mise en avant volontaire de ce monsieur, autoproclamé porte-parole. Des victimes elles-mêmes se retournent contre lui. Et aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que le problème, c'est pas la potentielle complicité de François Bayrou. On en est donc là. Donc, c'est absolument scandaleux ce qui est en train de se jouer du côté de Betaram. C'est pour ça que cette commission et Bayrou devant une commission, je trouve qu'on s'en branle. Je vous le dis très franchement, c'est un détournement d'attention parce que le vrai problème n'est pas là. Vous avez aujourd'hui des victimes qui sont instrumentalisées pour lui sauver le cul et la fille elle-même de François Bayrou qui potentiellement, je dis bien potentiellement, d'après les éléments du Canard enchaîné, serait en situation de faux témoignage. Donc, à savoir si Bayrou a enfumé la commission ou pas, déjà, au moins lui, il y est allé. Parce que quand Colère, il est convoqué devant la justice, il n'y va pas. Et ça, c'est marrant, ça fait pas la une des journaux. On préfère parler de l'autre glandu de Bayrou qui déboule et on dit « Ah bah tiens, il est nul, il est confus ». Sans déconner. Sa carrière est une immense confusion. Donc, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça purement scandaleux. Et une fois de plus, je pense profondément, et ça n'est que mon avis, il y a une forme d'écran de fumée, il y a une forme de détournement de l'attention, où on regarde le truc en disant « Mon Dieu, Bayrou, il est nul. Bayrou, il est confus. Bayrou, il est contradictoire. » Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est que cette affaire est tellement grave qu'il y a une instrumentalisation de certaines victimes. Instrumentalisation menée par des victimes elles-mêmes. Et en l'occurrence, Alain Esquer. Donc, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue qu'on en soit là à constater que François Bayrou est un abruti. C'est quand même extraordinaire qu'on en soit encore là, alors que le mec est là depuis 40 ans et que sa marionnette des Guignols est encore plus crédible que lui. C'est complètement fou. C'est complètement fou. On parle d'un mec qui a fait le slogan de Burger King au conseil municipal de Pau il y a 1 mois et demi. Et on est là à se dire « Ah, il est nul ». Sans déconner. On dirait les pro-Biden qui reconnaissaient bien que le mec se pétait dessus, mais qu'il était « Oh, ça va, fallait lui faire confiance ». On ne vaut pas plus que les pro-Biden qui voyaient bien que le mec était en totale décrépitude, mais qui avaient quand même envie d'y croire. Et qui avaient envie de constater que « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est vieux ». Bayrou est rincé. Il a fait le slogan de Burger King. Et le mec passe en commission et on est tous là à regarder la commission sagement et dire « Ah bah il est pas bon, hein ». Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Ça... Ah, je suis énervé en ce moment, tu vois. Ça m'énerve. Franchement, ça me rend fou, ce genre de situation, où on va détourner l'attention, puis on met sur la table des sujets dont on n'en a absolument rien à foutre, de dire « Ah ouais, mais Paul Vannier, le député LFI, il est pas gentil, puis il est contre Bayrou, mais en fait, il est gentil. » Mais qu'est-ce qu'on en a à battre, con ? Qu'est-ce qu'on en a à battre ? On rentre sur le terrain politique avec des sous-débats, alors qu'aujourd'hui, vous avez une instrumentalisation de la cause des enfants abusés, des enfants agressés, par une victime elle-même. On a un niveau de cynisme extraordinaire. Et potentiellement, la fille de Bayrou qui a livré un faux témoignage pour renverser la situation. Et nous, on est là à constater que Bayrou est un abruti. C'est déconnant. Franchement, c'est déconnant. Je trouve ça lamentable. Voilà, je trouve ça lamentable. C'était mon coup de gueule. De toute façon, c'est une émission coup de gueule, globalement, les amis. Mais, on va retrouver la banane. On va retrouver la banane parce que, justement, tu vas voir, l'émission, c'est du très, très haut niveau aujourd'hui. Parce qu'il y a l'énervement face à toutes ces affaires, tu vois. Il y a tout ce qui m'énerve, qui me rend grognon par rapport à tout ça. Mais il y a un moyen de l'éviter. Et même en m'énervant face à ça, eh ben, dites-vous que j'ai peut-être un antidote à vous proposer pour affronter notre système. C'est un livre dont je voulais vous parler depuis longtemps, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en vérité, qui est entré dans le top de mes livres préférés, qui est à la fois le livre parfait pour aimer la philo, même ceux qui n'aiment pas, quand on a des très mauvais souvenirs, vous allez aimer la philo avec ça. C'est un livre pour reconsidérer complètement notre société. Et c'est un livre qui m'a permis de mettre des mots beaucoup plus forts et beaucoup plus pertinents sur le travail que je fais avec Juste Milieu. Donc c'est vraiment ça que je veux vous présenter aujourd'hui, les amis, avec ce livre qui s'appelle Hypnocratie. Voilà, c'est l'introduction. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je retrouve un peu mes premières amours de parler de bouquins. Vous savez, j'aime ça, de parler de littérature. Et on va prendre le temps. Ouais, on va prendre le temps. Je vais vous présenter des idées, je vais vous lire des passages, on va analyser un bouquin. Alors peut-être que oui, ça va être chiant. On va pas se foutre de la gueule de Marlène Schiappa, qui d'ailleurs, on a appris qu'elle était enceinte. Bon, hein, d'où les bienfaits de la contraception. Elle est dure, cette blague. Elle est un petit peu dure. Je crois que je la retire. Et il aurait dû aussi. Non, c'est 2 fois dur. 2 fois dur.
Donc c'est sûr que ça va pas être la vidéo, voilà, où il va y avoir plein de blagues, il va y avoir plein de séquences, de machin de bidule. On va analyser un bouquin qui est pour moi un bouquin primordial, vraiment primordial, et je pense que c'est un bouquin qui peut vous faire du bien. Si vous faites partie de ces gens comme moi qui en ont marre de tous ces scandales, qui comprennent plus un peu tout ce qui se passe, où on nous dit bleu le lundi, puis rouge le mercredi, puis vert le vendredi, qu'une affaire succède à une autre affaire, on n'arrive plus à s'y retrouver. Ce bouquin va vous faire du bien au cerveau. Je vous assure, j'en réponds comme de moi-même. Alors, ce livre est sorti le 4 avril 2025, donc ça fait pas longtemps, un petit peu plus d'un mois, aux éditions Philosophie Magazine Éditeur. Donc je le remontre, la couve est très laide. Ça par contre c'est malheureux, mais la couve est dégueulasse, mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis d'ailleurs, faut pas juger un livre à sa couverture, ça m'a permis de trouver l'amour, hein, sinon je serais quand même bien dans la merde. Ce livre, déjà, et ce qui me plaît, c'est un véritable remède pour aimer la philo. Vous faites peut-être partie de ces gens qui ont des très mauvais souvenirs des cours de philo, où ça vous a fait chier, où c'était pas passionnant, où le prof était nul. Bref, on a tous un peu des mauvais souvenirs. On se dit la philo, c'est complexe, c'est pas pour moi, j'y connais rien, c'est trop tard, on baisse les bras. Et bien ce livre va vous faire aimer la philo. Parce que la philo, c'est pas que oui, Descartes a dit ça, oui, on a un philosophe moldave qui nous a livré un texte formidable au XIVe siècle. La philo, c'est pas que ça. Étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Donc c'est regarder ce qui se passe autour de nous et essayer de le comprendre autrement. Même de comprendre le monde autour de nous, mais de comprendre aussi qui on est. Quand on a une émotion, quand on a une pensée, quand on a un comportement, qu'est-ce que ça dit de nous? C'est aussi ça. Tu vois, la philo, c'est pas juste le truc poussiéreux où on va se taper la moustache de Nietzsche qu'on embrasse, qui est derrière, tu vois. C'est pas que ça. C'est quelque chose qui peut être très utile au quotidien. Dans vos relations amicales, amoureuses, pour comprendre le monde, pour comprendre vos contradictions. Pourquoi parfois on se comporte comme un salaud. Tu sais, on a tous en tête cette situation de gens qui sont au bar, tu sais, deux amis. Ouais, non, mais putain, t'as vu là, les riches, ils ont plein de pognon, ils pensent pas aux pauvres. Puis là, à ce moment-là, t'as un clodo qui passe, qui fait la manche, et tout le monde prend un sourire poli de non, désolé, j'ai pas de monnaie. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Ce genre de situation, ce genre de contradiction, où dans les discours, on serait prêt à donner notre chemise à un malheureux, et quand vient le moment d'agir, ben là, il n'y a plus personne. La philosophie nous aide à comprendre ça. Il y a plein de courants philosophiques passionnants. On peut parler par exemple du stoïcisme, qui est l'un de mes courants préférés, avec cette phrase qui est un adage, au jour le jour. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est une phrase que j'adore, qui m'aide au quotidien pour vous dire. Alors, ça ressemble à du développement personnel, mais le développement personnel n'a absolument rien inventé. Tout est dans la philosophie. Cette phrase que j'aime beaucoup, les amis, elle est toute simple. Elle est toute simple, ça veut juste dire ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est que tu vois, par exemple, on est dans une situation où on demande une augmentation à son patron. Voilà, c'est l'entretien de fin d'année. On se dit, bon ben voilà, je vais demander 500 balles en plus sur l'année, j'espère que ça va passer. Et on est stressé. Et on se dit, putain, il y a 2 semaines de vacances jusqu'à la reprise. On est stressé, on dit, mais est-ce que je vais la voir, est-ce que je vais pas la voir, on fait des plans sur la comète. Et bien le stoïcisme en philosophie va vous aider à accepter l'idée que, au fond, on s'en fout. On s'en fout parce que vous avez 2 semaines de vacances avec vos enfants, avec vos amis, dans votre famille. Vous allez faire des choses super, vous allez manger des choses que vous aimez bien, vous allez faire la fête, vous allez vous promener. Et au fond, ce que vous allez faire ne va pas changer l'issue finale de savoir si vous allez avoir l'augmentation ou pas. Au fond, que vous vous preniez la tête, que vous soyez stressé ou que vous n'y pensiez pas du tout, ça ne change pas l'issue finale. Ça ne changera pas votre obtention ou non de la prime. C'est ça le stoïcisme. C'est d'accepter que parfois, on s'engage dans des choses et il y a des temps de latence où on attend, où on stresse, où on se pose des questions et qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. Vous pouvez être le plus stressé du monde ou le plus détendu, ça ne changera pas l'issue finale de ce qui ne dépend pas de vous. Et c'est vraiment une école philosophique que j'aime beaucoup et qui est très importante, qui est vraiment très importante. Peut-être qu'on en fera une vidéo si ça peut vous intéresser. Après, attention, je ne suis pas philosophe ni prof de philosophie. Je suis passionné de philosophie, mais je vous en parle voilà, comme un copain au bistrot. Je vous raconte ce que j'ai appris, mais ça ne va pas plus loin. Je n'ai pas d'autres prétentions. Donc, tout ça pour dire que ce bouquin est dans cet ordre d'idées. De la philosophie qui vous aide, la philosophie qui fait du bien, qui nous dessille un petit peu, comme on dit. Un bouquin en plus qui est assez facile à lire, donc je vous dis, ça fait 150 pages environ, mais pas très grand. 150 pages avec des phrases courtes, incisives, très marquantes, où on comprend tout de suite ce que ça veut dire, il n'y a pas de langage trop compliqué. Et surtout, c'est un livre,
Et vous allez me dire, mais mon Dieu, Rémi, qu'est-ce que c'est que je comprends pas? Vous allez me dire, enfin, je vais vous le dire d'abord. Et je vais vous le dire. Et j'ai plus de bracelet. C'est un livre pour comprendre comment vaincre le système en acceptant que nous avons déjà perdu. Là, vous allez me dire, tiens, c'est marrant, je sens que ça va être chiant. Je sens que c'est compliqué. Eh bien, vous allez voir. Parce qu'on a en plus des solutions pratiques que l'on peut appliquer au quotidien. Alors, ce livre a été écrit par Janwei Shun. Alors, je pense que ça se dit comme ça, X-U-N, voilà, dans les langues asiatiques. Je pense que ça se dit comme ça. Et il y a plusieurs idées. Il y a plusieurs idées principales. Alors, je le dis très franchement, je vais vous présenter ce que moi j'ai adoré, les amis. Mais vraiment, lisez ce livre. Peut-être que la lecture, c'est pas votre truc. Peut-être que ça vous ennuie. Peut-être que... Voilà. C'est garanti. Garanti juste milieu, le tampon. Vous allez apprécier ce livre. Donc vraiment, lisez-le. Il y en a pour 13 balles. C'est 13 euros. Lisez-le, c'est 150 pages. Vous pouvez y aller chapitre par chapitre. Les chapitres sont pas très longs, tu vois. Ils font 2-3 pages max. Vraiment, lisez-le. Dans les idées générales, déjà, pour définir le concept d'hypnocratie, parce que, vous avez vu, c'est un petit peu la mode en ce moment, il y a plein de termes comme ça pour essayer de caractériser notre société. Il y a l'idiocratie, la malacratie, l'oligarchie. On navigue entre plein de termes un peu différents, on ne sait pas trop. L'hypnocratie, je vous le dis, ce que nous explique l'auteur. Pour lui, je cite, « L'hypnocratie est donc la forme parfaite du capitalisme à l'ère moderne, un système où les pouvoirs économiques, politiques et technologiques convergent dans la capacité d'induire, de maintenir et de moduler des états de transe à l'échelle mondiale. Par état de transe, l'auteur entend une soumission à un récit auto-administré ou administré. » Alors là, vous allez me dire, Rémi, t'es sympa, tu nous avais dit que ça allait être facile, on comprend rien. Je vous donne la définition, mais qui est ensuite bien développée, démontrée dans le livre, pour prendre une image très simple, que tout le monde va comprendre. L'hypnocratie, c'est une grosse lasagne. Je vous dis pas ça parce que j'ai faim et que je suis un glouton. Je vous dis ça parce que c'est vraiment l'image. Nos sociétés, en tout cas notre société occidentale, fonctionne comme une grosse lasagne. C'est-à-dire que le pouvoir des entreprises, le pouvoir financier, le pouvoir économique, culturel et évidemment le pouvoir politique, tous ces pouvoirs-là fonctionnent avec des couches de réalité. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner des récits. Ils vont vous donner des récits, ils vont faire des récits qui vont s'accumuler les uns sur les autres. D'où l'image de la lasagne. Vous allez avoir le politique qui va vous donner un récit. Puis les entreprises, par exemple, je ne sais pas, Airbnb va vous donner un autre récit. Dans notre quotidien, on est entouré de ces récits-là. Même dans notre vie personnelle. Et l'hypnocratie, c'est ça. C'est un état, donc l'auteur parle de la forme parfaite du capitalisme, où il y a une couche telle de récits superposés dans le même temps que cela crée une forme d'hypnose consentie, où les individus vivent dans une accumulation de récits. C'est-à-dire, Trump a été élu, Macron a fait un câlin à un terroriste, les impôts augmentent de 12%, la taxe sur les sodas, Mbappé a mis 3 buts. Et en fait, cette accumulation permanente de récits fait que nous entrons dans une forme d'hypnose. Et l'hypnose s'arrête par un choc. Et pour l'instant, ce choc ne vient pas. Et le système a besoin de l'absence de choc. Donc ça, c'est pour la définition un petit peu générale. Je vais développer sur plein de choses. Comment est rendue possible l'hypnocratie? C'est avec ce que l'auteur appelle l'économie de l'attention ou aussi l'économie de la transe. C'est-à-dire le fait d'entrer en transe, en vérité, c'est un petit peu comme l'hypnose. C'est d'entrer dans un état où nous ne nous appartenons plus vraiment. Une forme d'aliénation. C'est-à-dire que on est dans notre corps, on est bien là, on est conscient, mais on se rend compte qu'on rentre dans un état de conscience altéré. Exactement. C'est ça l'hypnose. C'est ça l'hypnose. L'auteur nous dit que le système actuel pour se maintenir a besoin de ce système d'induction de transe collective. Et là, vous allez comprendre avec des exemples très simples comment fonctionne l'hypnocratie. C'est-à-dire comment on met dans le cerveau des gens des récits pour que les gens oublient de voir ce qu'ils voient. Je vous en parle souvent de ça. Voir ce qu'on voit. Eh bien, nous ne sommes plus capables de ça. Un exemple tout con, après je vous donnerai ceux du livre, tu vois, j'ai pris mes petites notes, tu vois. Un exemple tout con, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. On fait des grands raisonnements en disant c'est Big Pharma, c'est machin, c'est bidule. Mais au fond, l'idée de Big Pharma, on a inventé un nom qui fait peur de Big Pharma, paraphrasant Big Brother d'Orwell, mais au fond c'est con, c'est complètement con.
On n'a pas besoin d'inventer la grande figure de Big Pharma pour comprendre qu'un laboratoire pharmaceutique n'a aucun intérêt à soigner les gens. C'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il a besoin de gagner du pognon. Nous, chez Juste Milieu, on vous vend des revues, on vend des livres, on vend des choses comme ça, parce qu'on a besoin de gagner du pognon pour financer nos activités, pour se rémunérer, pour exister. Donc, toute entreprise poursuit un but financier. Mais on nous a raconté un récit. On nous a mis un récit dans la tête en disant non, mais en fait, Pfizer, s'ils vous vendent 5 doses de vaccin à faire en moins de 2 ans, c'est pas du tout une forme d'abonnement qui vise à justement à ce que vous ayez le Covid pour continuer à vous vendre des vaccins. S'ils font ça, c'est pour votre bien. Et la main sur le cœur, on vous raconte ça. Mais c'est absurde. Et pourtant, quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais Rémi, c'est ridicule. Enfin, oui, évidemment, c'est du bon sens. Sauf que ce bon sens, on l'a complètement oublié en temps de Covid. Qui vous disait ce que je vous dis là ? Un patient guéri est un client perdu pour l'industrie pharmaceutique. Donc il n'y a même pas besoin de construire la figure de Big Pharma qui va un peu déréaliser les choses et qui va d'ailleurs permettre aux fact-checkers de dire « Ah ouais, c'est complotiste qui croit en Big Pharma ». Mais non, c'est un ordre économique tout à fait classique d'une entreprise qui doit garder ses clients. Donc c'est ça l'hypnocratie. C'est la capacité du système à construire des récits enracinés volontairement dans le cerveau des gens pour créer un état d'hypnose. L'auteur nous prend d'autres exemples. Je vais vous lire ces pages 11. Je vous donne les repères, si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire. Comme ça, vous avez des repères de passages que moi j'ai soulignés et que je voulais vous partager. L'économie des plateformes est donc une économie de transe. Poursuivons les révélations. Uber ne vend pas des courses, il vend le rêve de l'entrepreneuriat indépendant. Airbnb ne loue pas de maisons, il vend des fantasmes de vie alternative. Amazon ne livre pas de produits, il distribue des micro-épanouissements dopaminergiques. Donc la dopamine, c'est une hormone, si je ne dis pas de conneries, qui est sécrétée dans notre cerveau. Et c'est ce qui va faire, la dopamine, c'est ce qui fait par exemple dans les casinos. Ce qui vous donne envie de jouer au casino en permanence, c'est que votre cerveau sécrète de la dopamine entre deux moments où vous allez jouer. Et c'est ce qui fait que parfois on se dit « j'arrive pas à me retenir ». C'est ça la dopamine. Donc Amazon fonctionne pareil, comme un casino, tu achètes sans cesse. L'intelligence artificielle n'émule pas l'intelligence humaine, elle perfectionne les techniques d'induction hypnotique. La gig economy n'est pas seulement une précarisation, c'est l'induction d'une transe de travail permanente où l'auto-exploitation est vécue comme une liberté. Enfin, le smart working n'est pas seulement du travail à distance, c'est la transformation de toute vie en travail. Sur le dernier exemple, il est frappant. Vous avez vu, avec le Covid, on a accéléré la société du télétravail. Tu sais, où les gens travaillent chez eux et on nous dit c'est super, vous vous rendez compte, on peut faire du pain, on peut torcher les gosses, on peut arroser son jardin, c'est extraordinaire. Sauf que le télétravail, c'est l'état du travail permanent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avions un lieu de travail et un lieu de vie. Là encore, c'est un peu con ce que je vous dis. Mais avec le télétravail, il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture. Quand on dit métro, boulot, dodo, en fait, c'est super important, la partie métro. Parce que tu passes d'un état à un autre, d'une situation de travail à une situation de ta vie personnelle. Mais le télétravail, c'est boulot, dodo. Il n'y a plus de passage d'un état à l'autre. Il n'y a plus de passage d'un lieu à un autre. Donc le télétravail, c'est l'état du travail permanent. Et on a tous vécu ça. En tout cas, moi, quand je ne travaillais pas encore pour Juste Milieu, enfin chez Juste Milieu, je travaillais dans une autre entreprise où il y a eu le télétravail. Avant, dans l'entreprise où je travaillais, avant le Covid, quand il n'y avait pas encore le télétravail, ma journée elle devait finir à 18h. C'était parfois 17h50, 18h15, ça dépendait, comme tout le monde. Sauf que quand tu es en télétravail, elle s'arrête quand ta journée ? Parce qu'au fond, tu travailles sur un ordinateur qui est tout le temps là, avec un téléphone qui est tout le temps là. Si on t'appelle à 19h, est-ce que tu es vraiment chez toi, au fond ? Parce que tu es encore un peu au bureau, d'une certaine manière. Donc, l'hypnocratie, c'est ça. C'est d'avoir fait accepter aux gens que le télétravail, c'était la liberté. C'était le travailleur nomade qui peut travailler d'où il veut. Le télétravailleur travaille certes d'où il veut, mais potentiellement, il travaille tout le temps. Donc, c'est pas une liberté. C'est absolument pas une liberté. Et c'est ça l'hypnocratie. C'est la capacité du système, là en l'occurrence on parle du système économique, donc des entreprises, qui vont construire des récits et les enraciner dans les esprits des gens. Et là, il faut bien voir la différence, parce qu'on peut se dire, oui mais ça c'est du marketing. Au fond, vanter les mérites d'un produit et mettre en avant des qualités qu'il n'a pas, c'est de la propagande. On pense à Propaganda d'Édouard Bernays, le père de la discipline.
c'est de la propagande, c'est du marketing. Mais là, on va au-delà. Parce que c'est toute une société qui se met à enraciner ces discours hypnotisants dans les cerveaux des gens. Et très franchement, moi, au moment du Covid, je me disais, le télétravail, c'est super. C'est vrai que c'est cool, on est à la maison, c'est sympa, c'est machin. Mais en fait, non, parce que c'est l'état de travail permanent qui ne dit pas son nom. Donc c'est la productivité à domicile. Donc la productivité tout le temps, parce que vous n'avez plus de domicile, c'est votre bureau. Donc, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas expliciter les autres exemples d'Amazon et tout ça. Vous avez compris la logique, en fait, qui va au-delà du marketing, car c'est tout un système capitaliste qui enracine dans le cerveau des gens ces raisonnements. Un autre élément, et là encore, je vous dis, je vous prends vraiment les grands piliers, les amis de ce livre, que je trouve brillants, que je trouve vraiment brillants, et que je vous invite à lire véritablement, les amis. Faites cet effort-là, soyez exigeants vis-à-vis de vous-même, et vous serez fiers d'avoir lu ce bouquin, parce que vous allez vraiment apprendre des choses et changer de regard sur plein de choses. Je vous en parle avec joie, parce que ça a été le cas pour moi. Vous allez voir, à un moment donné, ça m'a fait changer d'avis sur certaines choses, hein, dont je vous partage. Voilà, je ne bouge pas la science infuse, je suis content d'avoir lu un bouquin, je vous en parle. Sur l'inefficacité de la dissidence. C'est un des grands raisonnements du bouquin, et là je me le mets volontairement dans le museau, parce que moi sur le papier, médias alternatifs, dissidence. Et bien ce bouquin m'a fait évoluer sur le travail même que je porte avec Juste Milieu, avec l'articulation de l'inefficacité de la dissidence et, dans le même temps, l'absolue nécessité pour l'hypnocratie. Comment la dissidence permet au système de se maintenir. Je vais vous lire un passage, page 61, là encore, je vous donne les repères, sur l'illusion de l'action dissidente. Je vous lis. L'architecture contemporaine des plateformes numériques a perfectionné cette illusion. Considérons l'anatomie de l'activisme numérique. Une crise émerge, les hashtags prolifèrent, les images de profil changent, les pétitions circulent. Chaque participant a l'impression de contribuer à un mouvement, de faire partie d'une poussée collective vers le changement. Mais cette activité frénétique finit souvent par neutraliser la véritable énergie politique, transformant les demandes urgentes de changement systémique en gestes performatifs stériles qui s'épuisent dans leur exécution même. C'est un passage crucial. Et franchement, j'ai pris une petite gifle. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, vous l'avez vu, avec l'euthanasie sans limite, on a créé une page où on met toutes les informations, mais il y a un bloc de pétition. Et bien, tu vois, ça m'a fait réfléchir en me disant, ouais, ce bloc de pétition, au fond, il est nécessaire. Mais c'est l'illusion de l'action. Ça va donner l'impression aux gens, et ça donne l'impression aux gens, et je l'assume, que signer cette pétition, d'une certaine manière, c'est agir. C'est faire quelque chose contre le système. Mais le système n'a pas peur de ça. Parce qu'en plus, la pétition, elle est relayée sur Twitter, elle est relayée sur les réseaux, elle alimente la machine algorithmique qui elle-même va construire ensuite des récits hypnotisants. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là où ce livre m'a donné, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs dans mon discours ces dernières semaines, je vous dis, je l'ai lu il y a environ un peu moins d'un mois, quand j'étais en Normandie-Bretagne, en avril. Ce bouquin, justement, m'a permis de muscler mon discours. Et que maintenant, je vous invite au relais numérique. Je vous invite à signer ces pétitions, à agir là-dessus, mais surtout, à être engagé sur le terrain, d'aller parler avec votre voisin, d'en parler avec votre famille, dans le sens du débat, c'est-à-dire pas pour créer des disputes, mais pour partager le message. Le véritable engagement, il est là. L'un des enseignements du bouquin, et qui est majeur, qui est vraiment très important, et que je vais m'appliquer de plus en plus dans le discours de Juste Milieu, qui est vraiment de dire la véritable action, c'est celle qui échappe aux algorithmes. C'est celle qui échappe aux plateformes. La vraie action, elle est dans la vraie vie. Ça peut sembler con, ça peut sembler naïf, mais il y a beaucoup plus de force et le système a beaucoup plus peur que vous parliez à votre voisin plutôt que vous ne retweetiez quelque chose ou de signer une pétition. La vraie peur, c'est que les gens s'assemblent, c'est que les gens parlent. Et là-dessus, pour me brosser un peu dans le sens du poil, je m'en mets dans la gueule et c'est normal, mais parfois j'ai envie d'être un petit peu fier. L'idée du spectacle, c'est aussi celle-là. C'est aussi l'idée de rassembler des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés et qui pourtant sont au même moment, au même endroit et se rendent compte qu'ils ont un point commun, à savoir leur appartenance à la communauté Juste Milieu. Donc naturellement, ça crée des liens où les gens ont comme une sorte de confiance à se dire tous ceux qui sont là, c'est pas des fact-checkers, en gros. C'est pas des gens qui vont me prendre pour un complotiste. Ce sont pas des gens qui vont se moquer de moi. Parce que s'ils sont là, c'est qu'au fond, ils sont un petit peu comme moi.
Et bah, tu vois, je suis plutôt fier de ça, de me dire, bah, cet engagement concret, le fait que les gens s'unissent, que les gens se rencontrent, eh ben, juste milieu, il contribue de manière minuscule, avec nos petits bras, mais on le fait. Et l'idée du spectacle, c'est aussi ça. C'est que là, bah, à Bordeaux, ce sera la 37e date. Et ben aujourd'hui, on a réuni entre, je sais pas, on doit être à 5000, autour de 5000 personnes avec toutes les dates. Et ben on a réuni 5000 personnes. Ah ouais, on est 68 millions en France, c'est vrai que c'est bubule, hein, c'est bubule. Mais c'est 5000 personnes qui ont eu une occasion de se rencontrer, de trinquer, de boire un coup et de se dire, ah bah tiens, putain, c'est marrant, toi, t'habites dans tel bled, j'ai ma tante, elle habite là-bas, j'y vais souvent. Bah, prends mon numéro, on se revoit. Ça me plaît. Donc, modestement, j'ai envie de contribuer à ça, justement. De contribuer à porter ce message qui est de dire, regardez les gilets jaunes, de toute façon. C'était ça. Aujourd'hui, la pétition juste milieu, je suis assez naïf. Je suis naïf, donc j'essaie d'être assez lucide là-dessus. On peut avoir 5 millions de signatures, ça ne changera rien. Je suis très clair là-dessus. Le gouvernement s'en branle complètement. Par contre, vous avez 5 fois moins. Vous avez 1 million de gens à travers la France qui manifestent sur des ronds-points. Là, c'est plus la même. Là, c'est plus la même salade. Regardez comment ils ont maté la rébellion. Je parle un peu comme dans Star Wars. Regardez comment ils ont fait. Parce que là, c'est la vraie vie. Là, c'est des vrais gens qui se parlent. Et là, il se passe quelque chose. Le gouvernement a peur de ça. Demain, on peut avoir une pétition même à 10 millions. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui les oblige? Par contre, si tu as 10 000 personnes devant la mairie de Bordeaux ou Saint-Étienne ou Strasbourg ou je ne sais quelle ville, c'est plus la même paire de manches. Et si dans les 10 000, tu as des forces de l'ordre qui disent à leurs collègues, non, mais en fait, c'est bon, laissez, on va faire, c'est plus du tout la même paire de manches. Donc, ce livre nous met un peu tous une torgnole et nous rappelle que la vraie action, c'est pas un commentaire YouTube, c'est pas un retweet, c'est pas signer une pétition. Et je vois dans le chat Marcel Zero qui me dit, tu la vends mal ta pétition, Rémi. Mais justement, je veux pas la vendre. Je veux pas la vendre, je veux pas vous mentir. Je suis tout à fait conscient que ça changera rien. Et moi, l'idée de signer cette pétition, vous le savez, je suis très clair avec ça. C'est que pour ceux qui le veulent, il faut cocher une case. Vous intégrez notre newsletter, on vous tient au courant et on vous envoie les informations. Vous les recevez dans la boîte lettres, dans la boîte à mail, vous recevez les informations et vous êtes abreuvé de ces informations-là pour les partager derrière. L'intérêt que j'y vois, c'est celui-là. C'est d'alimenter ma newsletter et d'avoir un contact direct avec vous pour vous donner les informations. Donc justement, je ne veux pas la vendre, ma pétition. Je n'ai pas besoin de vous mentir. Je suis tout à fait clair. Si je vous disais que le gouvernement allait trembler de 15 000 signatures, je serais une pompe à vélo. C'est pas vrai. De toute façon, même quand il y a plus de 500 000 signatures sur une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, ils en ont rien à foutre. Donc, on va être très clair. Le vrai engagement, il est dans la vraie vie. Et là-dessus, oui, c'est pas parfait. Oui, je pourrais faire davantage, mais je sais que je m'engage. Je sais que je m'engage sur le terrain. Et que tu vois, là, en ce moment, je me farcis un peu les francs-maçons. On va être très clair, tu vois. Ben, rien ne me garantit que je vais pas avoir des dates de spectacle annulées. Alors j'espère être complotiste et j'espère que ça n'arrive jamais, on va être très clair. Mais dans le délire complotiste qui est de dire que les francs-maçons pèsent dans les municipalités, ben peut-être que demain je vais avoir des dates annulées, que je vais perdre du pognon, qu'il y a des gens qui ont pris leur billet, je vais devoir les rembourser et que ça va annuler l'occasion de faire un bel événement. Ben, tu vois, l'engagement numérique, j'ai envie de le coupler d'un engagement physique, dans la vraie vie, de vous rassembler, où on peut se rencontrer, on peut faire des choses. Et donc, ce livre nous remet un peu les idées en place et nous dit, ne nous leurrons pas. La vraie action, c'est pas un retweet, c'est pas une pétition. La vraie action, c'est parler à son voisin. Et là-dessus, je salue et je tire mon chapeau à Louis Fouché, que j'aime beaucoup, que j'admire même, et qui porte ce message-là. Dans son dernier bouquin, Traverser la peur, il me semble que c'est le dernier, je ne veux pas dire de bêtises, dans son bouquin, il pousse ce message-là. Il y a plus de vivacité, il y a plus de force, et ça crée plus de peur dans la tête du système, des gens qui prennent l'apéro, plutôt que des gens qui signent des pétitions. Donc, n'oubliez jamais ça. Et le livre nous le rappelle. J'enchaîne, les amis, parce que je suis tellement passionné par ce bouquin que vraiment, je voudrais tout vous dire, mais je veux absolument que vous le lisiez. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. J'ai envie d'être exigeant avec vous et de vous dire, voilà, il y a des devoirs, et si on veut regarder juste milieu, il faut être exigeant, il faut être rigoureux, il faut faire des choses. Un autre volet très important, et il y en a plein d'autres, évidemment, hein, sur l'intelligence artificielle. Alors pareil, j'ai trouvé ça brillant comme analyse, parce que en gros, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a ceux qui vont te dire c'est la menace numéro 1, c'est Terminator. Et tu as ceux qui vont te dire on n'en a rien à foutre, c'est un outil de milliardaire. Et là encore, le bouquin nous dit quelque chose d'intéressant sur la jonction intelligence artificielle, hypnocratie. Comment l'intelligence artificielle nourrit et maintient le système hypnocratique. On nous dit, page 21,
Ce qui rend l'IA particulièrement adaptée au contrôle hypnocratique n'est pas sa capacité à tromper, mais sa capacité à générer simultanément de multiples versions vraisemblables de la réalité. On nous dit que le système doit simplement maintenir autant de versions que possible en circulation perpétuelle. Et c'est là où c'est intéressant. Et là encore, ça nous remet un peu dans le droit chemin. Je vous disais tout à l'heure, la capacité de la philosophie à questionner nos actions du quotidien. La philosophie, c'est pas que des raisonnements nébuleux comme ça dans le ciel, des trucs où la vérité, je sais pas quoi et tout. Non, non, c'est vous, c'est nous, c'est au quotidien. C'est notre corps, c'est nos actions, c'est nos idées, c'est tout ça. Donc c'est très pratique. Et sur l'intelligence artificielle, ça nous met un peu une gifle dans la gueule qui est de dire attention, parce que l'intelligence artificielle, c'est le piège ultime du système. Je ne vous parle pas des images, vous savez, des montages par IA où on va mettre n'importe quel personnage connu dans des situations absurdes. Et ça ressemble à la réalité, c'est le principe d'un montage. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on va déléguer l'usage de notre cerveau à l'IA. Vous avez vu sur Twitter, aujourd'hui, tu as la fonctionnalité, quand tu vois un post, tu peux dire dis grok ou dis-moi grok, là, je sais pas quoi, et automatiquement, l'intelligence artificielle de Twitter va répondre à ton message et faire une analyse générée par IA. Et l'erreur n'est pas de dire c'est dangereux, je rejette en bloc, ou c'est super et je prends ça pour parole d'évangile. L'erreur, c'est de penser que l'analyse de l'IA est supérieure à ce que notre cerveau pourrait produire. Évidemment, je suis conscient que la capacité des machines est supérieure à notre cerveau. On est évidemment d'accord. Et quand je parle de cerveau, je ne vise pas Aurore Berger, naturellement. Mais pour autant, ça n'est pas parce qu'il y a des super calculateurs géniaux qui sont super, qui font plein de trucs très très vite, que c'est vrai. Comme dit l'auteur d'Hypnocratie, c'est une version vraisemblable de la réalité. On a envie de se dire, voilà, il y a tellement des gros calculateurs que c'est exact. Non, 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 non. C'est une analyse tout aussi subjective que celle de votre cerveau. Et l'hypnocratie, prétendant dénoncer l'intelligence artificielle, eh ben en vérité, on a profondément besoin. Parce que cette IA permet de générer, je reprends l'image de la lasagne que je prenais tout à l'heure, cette IA permet de générer des versions semblables de la réalité, comme autant de couches sur notre lasagne. Donc c'est là où il y a un piège et il faut être attentif à ne pas déléguer l'usage de notre cerveau et à ne pas être dans une confiance aveugle en reconnaissant ce qu'est véritablement l'IA, un outil pratique, mais s'il est pratique pour vous, c'est qu'il est pratique pour le système. Et page 24, par exemple, l'auteur nous dit nous ne devons ni la diaboliser, en parlant de l'IA, ni la célébrer comme une utopie technologique. Nous devons la comprendre comme un nouveau type de champ hypnotique avec lequel nous devons apprendre à coévoluer. Donc, c'est ça vraiment l'idée, qu'un rappel peut-être un petit peu plus basique que je vous disais tout à l'heure, mais que je trouve très intéressant. Alors, pour continuer les amis, et je vais arriver vers un peu mon avis général là-dessus et la conclusion, pas que ce soit trop long, voilà, et pas trop dense non plus. Il y a une petite surprise sur la conception du livre. Voilà, je vous divulgage pas tout. Il y a plein d'autres idées passionnantes dans le livre. Je vous donne vraiment ce qui, moi, m'a plu et j'ai hâte d'en reparler avec vous. Je vais vous donner mon adresse mail après et je veux que tous ceux qui ont lu le livre, sur la base de cette vidéo, vous m'écrivez. Et c'est très important, on va faire le club de lecture juste milieu. Ça pourrait être une belle idée, ça pourrait être chouette. Ce livre était conçu d'une manière curieuse. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un coup de génie. Franchement, c'est un coup de génie. Je trouve que l'idée est géniale. Je ne peux pas vous en dire plus, mais l'auteur Janwei Shun, il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un derrière, je ne peux pas vous en dire plus. Et j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça brillant, je vous laisse, vous allez découvrir en lisant le livre, ils le disent. Je ne vous en dis pas plus. Donc, sur l'avis général, les amis, que j'ai de ce livre, et surtout sur l'aspect positif. L'aspect positif de ce bouquin, c'est que c'est une sorte de gifle. Comme je vous l'ai dit, ça nous remet quelques idées en place, ça nous pousse à penser contre nous-mêmes, parce que la philosophie, c'est aussi ça. La philosophie, c'est aussi parfois de penser contre soi-même, d'apprendre à se dire, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, mais je me suis planté. Je me suis planté. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur. Vous connaissez ma position sur, par exemple, les gens qui ont fait l'injection Covid-19. Moi, je milite pour que ceux qui ne l'ont pas fait, qui en veulent au système, qui en veulent à tout ça, surtout ne s'en prennent pas à ceux qui ont fait l'injection et qui se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Parce qu'au contraire, c'est
le plus dur de penser contre soi-même. C'est le plus dur de revenir sur ses actes. C'est simple, quand on est chippé en train de mentir, tu sais, les petits mensonges à la con, eh ben ça fait pas plaisir. Confesser un mensonge, c'est ça. Confesser un mensonge, c'est penser contre soi-même. Par exemple, je sais pas, quand le plus dur, c'est le cas d'une rupture, par exemple. On va être très clair. Le cas le plus rude de penser contre soi-même, c'est par exemple votre copine ou votre copain, qu'importe. Vous avez une confiance folle. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous avez tout ce que vous voulez. Et on vous met la preuve parfaite que cette personne vous a trompé. Eh bien, on est dans le déni. Et le déni, c'est ça. Le déni, c'est l'incapacité à penser contre soi-même. C'est de dire, malgré la preuve indubitable qu'on vous met devant les yeux, vous dites non, c'est pas possible. Ça doit pas être lui, ça doit être l'IA, justement, ça doit être je sais pas quoi. Eh bien, penser contre soi-même, c'est ça. C'est d'éviter l'état de déni, quelle que soit la situation. Et donc, ce livre nous pousse à faire ça. Et c'est pour ça que c'est un exercice que je trouve vraiment, vraiment super. Et il nous donne aussi des solutions. Il nous donne des pistes pour affronter ce système. Parce que vous allez comprendre en lisant le livre que le système est plus fort que nous. Vous avez compris, avec les outils dont il dispose, la force dont il dispose, on ne peut pas battre le système. Par contre, on peut apprendre à vivre dedans. Parce qu'il est indépassable, ce système. C'est là où je vous disais, dans l'introduction de cette vidéo, je vous disais, c'est un combat perdu d'avance, mais qui mérite d'être mené. C'est la définition du panache à la française. Comme disait Charette, au moment des chouanneries en Vendée, qui disait « combattu souvent, abattu... » Non, c'était quoi ? « Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. » Voilà. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment ça. C'est de mener un combat qui a l'odeur de la défaite, qui a le goût de la défaite. Et pourtant, il doit être mené. C'est le panache. Et il faut qu'on ait du panache. Et du panaché même, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et le livre nous invite à ça. Je vous dis par rapport à l'incapacité à vaincre le système, mais comment bien vivre dedans, en gros. Aucun éveil n'est possible. L'alternative n'est pas de chercher une échappatoire, mais d'apprendre à déchiffrer les codes qui régissent l'illusion. Il faut s'éduquer à habiter le seuil, cet espace intermédiaire où la présence peut se maintenir dans l'altération, car la réalité n'a pas vraiment disparu, elle est devenue un reflet. L'illusion n'a jamais été aussi réelle, et l'idée de réalité n'a jamais été aussi illusoire. Donc, la vraie solution, elle est là, les amis. Elle est d'accepter le fait que ce système soit insaisissable. Page 28, l'auteur a une formulation que je trouve sublime, et vous allez comprendre en lisant le livre en plus à quel point elle fait sens. Il dit qu'il faut maintenir la lucidité au sein de l'illusion elle-même. C'est-à-dire d'accepter l'idée que notre système soit fait d'illusions, et qu'au fond, Macron, pour prendre des exemples concrets, c'est l'hypnocratie. Le lundi, il fait un câlin à un djihadiste. Le vendredi, il fait un discours sur TF1 où il parle de l'euthanasie. Le mardi, il boit une bière dans le vestiaire du top 14. C'est ça l'hypnocratie. Et le plus fou, un comportement de fou serait de vouloir trouver du sens là-dedans. Comme disait Einstein, la folie, c'est répéter tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Et plus légèrement, comme disaient des proches, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, c'est ça la vraie folie. Et vous avez peut-être compris aussi dans mes positions plus récentes et les éléments d'analyse que j'essaie de vous proposer, j'essaie vraiment de prendre du recul, beaucoup de recul. Pas pour jouer au plus malin, mais parce que sinon on va devenir fou, on va devenir taré. L'histoire du mouchoir, vraiment en témoigne la farce tranquille de cette semaine. Alors, on pourrait penser qu'à chaque fois, je veux dire des trucs différents de tout le monde pour jouer au plus malin. Peut-être que cette impression est juste, il n'y a pas de problème. Mais quand je vous disais que l'histoire du mouchoir, pour moi, était ridicule, parce qu'au point où on en est, est-ce qu'on a vraiment besoin de prouver que Macron est drogué ? Depuis 2017, non seulement les preuves s'accumulent, mais au pire, même si c'est pas vrai, il n'empêche que ce monsieur est un tyran fou. Donc la folie, c'est de regarder chaque couche de notre lasagne de l'hypnocratie en essayant de lui trouver du sens. Alors que le lendemain, il y a une autre couche. Puis on va vous rappeler la couche d'avant. Puis il y aura encore une autre couche le surlendemain. Et à chaque fois, on veut trouver du sens à ce qui profondément n'en a pas. Parce que c'est ça le but de ce système. C'est ça le but de l'hypnose. Pourquoi quand quelqu'un est hypnotisé, on lui fait n'importe quoi ? On lui fait faire n'importe quoi. Vous avez vu les spectacles de Mesmer ou les agressions sexuelles de Gérard Miller. Quelqu'un d'hypnotisé, on lui fait faire n'importe quoi. Donc, accepter de maintenir de la lucidité au sein de l'illusion, c'est ça la vraie solution, les amis.
C'est de dire, oui, la drogue, Biden, Trump, vous avez vu, Al-Joulani, le Mbappé, oui, pas de problème. Mais en fait, c'est pas le sujet. En fait, je veux être lucide dans cette volonté que le système a de m'hypnotiser. C'est comme le serpent K dans le livre de la jungle, et confiance, croise en moi. Eh ben non, eh ben on va pas le regarder dans les yeux. Ce qu'on va regarder du serpent K, c'est l'autre bout de sa queue. Et je parle pas de Benjamin Griveaux. C'est l'autre bout de sa queue. Parce que l'autre bout de sa queue, il ne nous hypnotise pas. Pourtant, on n'ignore pas que le serpent essaie de nous hypnotiser. Et que si on le regarde dans les yeux, ça peut être très dangereux pour nous. C'est ça ce que nous apprend le livre, c'est qu'il nous apprend à accepter l'idée qu'on veuille nous hypnotiser, parce que le serpent est plus fort que nous. On est comme Mowgli, on est trop petit, ça va pas. Mais si on regarde la queue du serpent, on peut s'en sortir. Et on va pas être hypnotisé. Et la lasagne, plutôt que la regarder couche par couche, eh ben on va prendre du recul. Et on va dire, bah oui, effectivement, c'est un plat de lasagne avec plein de couches. On sait ce qu'on a dans l'assiette, mais on a du recul. On n'est pas comme ceux qui ne voient qu'une seule couche, tu sais, qui sont tout proches de leur assiette et qui ne comprennent pas que c'est une lasagne. Donc, le livre est très important là-dessus. Et enfin, les amis, pour finir là-dessus, je vous disais tout à l'heure que ce livre m'a permis de mettre des mots encore plus précis sur le travail que je mène avec Juste Milieu. Vous connaissez un peu ma démarche, il y a certaines petites choses et tout ça. Mais là, vraiment, il y a 2 pages, sans le savoir, où je me suis dit, c'est pas possible, l'auteur, il parle de nous. Il parle de la communauté Juste Milieu, c'est pas possible autrement. Je vous lis page 90-91. Peut-être que je me le ferai tatouer sur le cul parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me plaît et qui est vraiment dans l'ADN de ce qu'on essaie de faire. Dites-moi dans le chat et en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous évoque un peu le travail de Juste Milieu et les raisons pour lesquelles vous êtes là et peut-être le rapport intellectuel que vous avez aux choses et que vous essayez d'appliquer au quotidien. Je vous lis. Et écoutez bien les termes parce qu'en plus c'est assez rigolo le clin d'œil. La souveraineté perceptuelle peut être mieux comprise comme une forme radicale d'ouverture à la multiplicité du réel. Contrairement à la notion traditionnelle de souveraineté, fondée sur le contrôle d'un territoire défini, qu'il soit physique ou mental, la souveraineté perceptuelle fonctionne grâce à sa capacité d'expérimenter simultanément des réalités contradictoires sans avoir besoin de les dépasser en une synthèse cohérente. C'est précisément cette capacité à habiter la contradiction, non pas comme une limitation mais comme une ressource, qui la rend potentiellement subversive par rapport à la logique hypnocratique. Alors que le système cherche à optimiser et à normaliser l'expérience par la modulation algorithmique, la souveraineté perceptuelle cultive activement l'expérience du paradoxe, de l'ambiguïté et de l'inefficacité. Il ne s'agit pas simplement de démasquer la manipulation, mais de développer une forme de conscience qui s'épanouit précisément dans l'impossibilité d'une perception définitive ou correcte. En ce sens, la souveraineté perceptuelle représente une inversion de la logique hypnocratique. Au lieu de chercher à imposer un ordre au chaos de la perception, elle embrasse ce chaos comme une source de liberté. Il s'agit d'une forme de souveraineté réalisée non pas par le contrôle, mais par l'abandon délibéré du contrôle, non pas par la résistance à la manipulation, mais par la capacité à transformer la vulnérabilité à la manipulation en un outil d'exploration et de création. Alors, je ne sais pas si ça vous a évoqué quelque chose, les amis, mais vraiment, je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire chez Juste Milieu. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un Juste Bistrot, je vous avais parlé de la souveraineté individuelle, du concept de souveraineté individuelle, où chacun, avant de vouloir la souveraineté de la France, doit être souverain lui-même. Alors après, ça peut amener vers, par exemple, des logiques de survivalisme, où on va dire, bah tiens, on est indépendant, on a des filtres à eau, on a ce qu'on veut, machin et tout. Ça, c'est une sorte de souveraineté, on va dire, en termes d'alimentation, en termes de ressources. Mais il y a la souveraineté intellectuelle, qui est de dire, bah en fait, non, je veux construire mon idéologie, je veux construire mes raisonnements, je veux être imperméable à ce qu'on essaie de me mettre dans le crâne. Et bien, là, l'auteur parle de souveraineté perceptuelle, et vraiment, ça m'a évoqué la démarche qu'on essaie de faire, qui est de dire, en fait, le vrai danger, c'est de trouver du sens. Le vrai danger, c'est d'essayer de raisonner sur les comportements de Macron, sur les comportements de Bayrou, on en parlait tout à l'heure. Le vrai danger, c'est ça. Le vrai danger, c'est de refuser le chaos. Pardon, oui, c'est ça. Le vrai danger, c'est de refuser le chaos. C'est de refuser l'idée que tout ça n'ait pas de sens, au fond. Ou en tout cas, pas celui qu'on veut nous mettre dans le crâne. Le vrai danger, c'est de répéter tout le temps ce qu'on dit. C'est-à-dire de commenter la couche de réalité qu'on nous a mis dans les yeux en disant « Ouais, Macron, il est pas bien, Macron, il est drogué, machin. » Le vrai danger, c'est ça. Et en fait, regarder ce chaos en l'embrassant, en l'acceptant et chercher notre salut dans ce chaos, c'est la vraie solution.
Je pense franchement qu'intellectuellement, c'est la vraie solution. Déjà, c'est la solution qui ne nous rend pas fous. C'est la solution qui ne nous rend pas hypnotisés. Ce système est trop fort. On a accepté l'idée. C'est ça le chaos. Mais pour autant, dans ce chaos, on va pouvoir faire germer certaines choses. On va y mettre des fleurs, on va mettre des choses jolies, on va y mettre de l'amour, on va y mettre de la camaraderie, on va y mettre du rire. Parce qu'au fond, la vraie folie serait de chercher du sens, serait d'analyser pour se rendre compte qu'en fait, tous les lundis, tous les jours, on ne fait que répéter que le système est fou. Lundi, Macron, il est fou. Mardi, Macron, il est fou. Mercredi, il est fou. Mais qui est le plus fou dans l'histoire? Est-ce que c'est Macron dont la folie n'a plus besoin d'être prouvée? Ou est-ce que c'est celui qui commente l'action de Macron en s'attendant à un résultat différent? Et la solution qui est proposée par le bouquin, et que je vais essayer de vous proposer de plus en plus à travers Juste Milieu, la vraie solution, c'est de faire un pas de côté, d'être conscient du chaos, d'être conscient de la folie de Macron, mais d'accepter que notre salut ne passera pas par un commentaire répétitif qui contribue à l'hypnocratie, donc qui à terme donne victoire au système. La vraie solution, c'est de dire je vais me sortir de ce chaos en regardant un livre, en écoutant de la musique, en allant au cinéma, en faisant de la peinture, en faisant du jardinage, en allant au boulot, tout simplement. Mais en arrêtant de vouloir chercher de l'ordre au chaos. Et la vraie solution, c'est d'aller parler à son voisin, qui peut-être lui est dans le chaos, peut-être lui est dans l'hypnose. Votre voisin qui est pro Mélenchon, ou pro Le Pen, ou je ne sais quoi, et qui va vous dire, ah oui, mais toi, t'es pas comme ça, donc t'es fou. Et tu vas lui dire, écoute, peut-être, je ne sais pas pourquoi t'es comme ça. Pourquoi tu penses ça? Tiens, c'est intéressant. Donc, l'acceptation du chaos, c'est aussi l'acceptation de la vie des autres, l'acceptation de ce qui contribue à ce chaos, ce qui construit ce chaos, l'acceptation de l'opinion des autres. Parce qu'au fond, on a compris que notre opinion était basée sur le chaos, était basée sur quelque chose de parfaitement instable. Et que une opinion solide, une opinion correcte, ça ne peut pas exister dans un monde aussi fou. Donc la sagesse, c'est de dire, ce monde est beaucoup trop taré pour avoir une opinion arrêtée. Donc allons discuter avec ceux qui ont des opinions arrêtées, qui de toute façon ne seront pas la nôtre. De toute façon. Parce qu'on a des opinions, mais on a accepté l'instabilité de ces opinions dans un monde qui ne cesse de bouger. Donc, les amis, je pourrais vous parler de ce livre pendant des heures parce que vraiment, il m'a passionné. J'ai essayé de vous faire quelque chose, j'espère, de plutôt concret. Dites-moi en commentaire et dans le chat si ça vous a plu. Et vraiment, vraiment, les amis, je vous donne mon adresse mail. Vous la connaissez de toute façon, c'est Rémy, R-E-M-Y, @juste-milieu.fr. Elle est en description des vidéos YouTube. Elle est, là, je vous la donne dans le chat Twitch en direct. Et vraiment, j'aimerais que vous lisiez ce livre. Vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre prof de français. Hein. De toute façon, vous êtes beaucoup trop vieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste milieu, je veux aussi que ce soit une communauté avec des gens exigeants. Avec des gens qui acceptent que regarder les vidéos YouTube, c'est bien. Ça fait des vues et des abonnés, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais que la réflexion, le changement vient par l'action. Ne soyez plus passifs. Aujourd'hui, ce livre, j'ai envie que vous le lisiez. Je n'ai pas envie de vous en parler juste pour faire des vues. J'ai vraiment envie que vous alliez lire ce livre. Que vous soyez exigeant envers vous-même, que vous vous disiez « Oh, il fait chier, oh, j'ai pas envie », eh bien, il faut le faire. Parce que au fond, lire ce livre, c'est déjà s'engager dans l'action. Déjà comprendre que le changement va par là, va par l'action. Arrêtez d'être passif. La vidéo juste milieu, je veux que ce soit une amorce. Mais ne soyez pas juste passif à dire j'ai vu la vidéo, j'ai compris le livre. Vous n'avez rien compris si vous n'avez pas lu ce livre. Donc vraiment les amis, lisez-le. Je vous donne mon adresse mail. Écrivez-moi à tous ceux qui l'ont lu. Ce sera un plaisir de papoter avec vous, de vous répondre. Peut-être que vous n'aimerez pas, hein, c'est possible aussi. Mais l'action, c'est aussi ça, les amis. Donc j'aimerais que voilà, si je peux me permettre de vous demander ça, j'aimerais qu'on puisse illustrer la démarche qui est dans l'action, qui est de sortir des algorithmes, d'arrêter de se soumettre à cette hypnocratie. Et ça commence par là. Ça commence par faire des actes, par faire des choses hors des plateformes, hors des algorithmes. Et lire un livre, c'est déjà ça. Donc je vous invite vraiment à faire ça, les amis. Et tout le monde va comprendre. Tout le monde va comprendre. J'en réponds comme de moi-même. Tout le monde va comprendre. Et non, c'est pas compliqué. Non, la philo, ça fait pas peur. Et non, la lecture, c'est pas compliqué. Vous allez kiffer. Je vous jure que vous allez kiffer et que tout le monde peut comprendre et qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dites-moi un petit peu dans le chat. Voilà, ce que vous en pensez donc de ce livre, hein, Hypnocratie. C'est 13 balles aux éditions Philosophie Magazine Éditeur. Voilà, qui nous régale avec ce bouquin. Allez, je réponds à Madame Milieu, je me fais engueuler. Hop, tac.
Tac, et voilà. Et voilà, c'est bon, c'est répondu. Donc voilà les amis. Alors il y a Nathalie Dude, t'as mis plusieurs fois un commentaire dans le chat. Je ne vais pas lire parce que j'ai mis un peu de suspense là-dessus, justement pour pas divulgacher le détail que tu évoques, pour laisser du plaisir de lecture. Donc j'ai vu que t'as mis plusieurs fois le truc, mais je crois que t'as pas compris la démarche quand je le disais. Mais t'inquiète pas, voilà, juste je sais ce que t'as vu, je l'ai lu le livre, donc oui, je sais. Voilà. On a Camille-N24 qui dit, alors je passe l'annonce, il y a quelqu'un qui va à Bordeaux samedi au départ de Bergerac. Alors effectivement, n'hésitez pas à vous mettre en lien pour venir au spectacle et tout ça. Moi, je déboule vendredi. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent prendre l'apéro vendredi sur Bordeaux, pareil, vous m'écrivez par mail. Je vais peut-être mettre un petit post Twitter là. S'il y a des gens du Juste Bistrot, vous voulez prendre un apéro à Bordeaux, j'arrive vendredi. Donc moi, je suis là le soir. Je suis dans le secteur, quoi. Donc n'hésitez pas. Dites-moi un petit peu, les amis, sur ce livre, si ça vous a plu ou pas, si la séquence vous a plu. Aussi, c'est très important pour moi. Vous savez, j'aime partager ce qui me plaît et tout ça. Là, je suis revenu un peu à mes premières amours de la littérature. Mais j'aime bien l'idée de vous présenter des bouquins de temps en temps. Mais si ça, voilà, dites-moi un peu si ça vous plaît ou pas. Anarchy08 qui dit, et sinon, est-ce que l'on peut proposer des livres à lire ou pouvoir en parler? Absolument. Est-ce que tu veux venir dans le Discord? Alors, on va pas faire ça aujourd'hui, parce que j'ai encore un peu de boulot, mais on peut tout à fait le mettre en place, absolument. On peut tout à fait le mettre en place dans les prochains Juste Bistrot. Mif Rider qui dit magistral, Rémi, ce stream. Merci beaucoup, arrête. Shinsama37 avec Rémi, on n'est jamais déçu, donc la commande est passée. Merci beaucoup. Ah, vraiment, c'est garanti, juste milieu. Bayard92 qui dit je le commande en rentrant ce soir. Bah, tu vois, placement de produit. Par contre, j'espère que la maison d'édition, si vous m'entendez, envoyez les magrets quand même. Faut pas déconner. Chex Josabel qui dit moi j'attends le passage de Juste Milieu à Saint-Étienne. Un peu déçu en suivant les dates qu'il n'y ait pas. Il y a eu. On est venu à Saint-Étienne déjà. On est venu 2 jours de suite. On va revenir. On va revenir en 2026 évidemment. Carnage 75018, pour quand à Paris, Rémi? Regardez la tournée, les copains, on vient à Paris. Quand je vous donne ce lien, c'est pas pour vous casser les pieds et faire de la pub pour la tournée, c'est qu'il y a plein de nouvelles dates qui arrivent. On vient à Paris le 20 novembre. Voilà les copains. Assassin Crétin qui dit tu as l'air d'avoir été passionné, donc tu le vends bien. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé vraiment. J'ai adoré. Nico Razon 64700, oui, ça m'a grave plu, hâte de le lire, tu l'as bien vendu mieux que la pétition. 13 balles, c'est que dalle. Voilà. Non, mais après, c'est vrai que voilà, le coût d'un livre, je sais, voilà, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais vraiment, je vous conseille des livres cool. Jamais je vous conseillerais des trucs à 60 balles, de toute façon. Mais vraiment, vous allez pas être déçus. Voilà, je le dis, je le dis. Commande passée pour Mick BBQ. Ah là, il y a un pic. Là, il y a un pic, ça y est. Donc voilà les amis. 2013, Calmi Plisken qui dit c'est quand vers Chartres. On y travaille à Chartres. On a des petites choses. Ça se met en place pour 2026. Châteauroux, par exemple, a été validé. On va mettre à jour la page que je vous ai montrée, vraiment, les amis. Gardez-la dans les onglets parce qu'il y a plein de nouvelles dates. Et comme ça se remplit vite, c'est pour ça qu'on continue jusqu'à fin 2026. Ce qui n'était pas du tout prévu au départ, je ne vais pas vous mentir, mais c'est du régal. On a quoi? Du Jardin Soft qui dit c'était vraiment chouette, merci, ça fait du bien cette prise de hauteur. Merci beaucoup les amis, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Les copains. Chex Zabel qui dit pour les budgets serrés en livres, essayez l'occasion, librairie spécialisée en occasion, site web, absolument. Vous avez, comment ça s'appelle? C'est Momox qui fait des livres d'occasion, c'est très bien. J'ai acheté là-dessus avant moi. Profitez avant que le gouvernement fasse encore n'importe quoi en taxant les livres d'occasion, ça c'est vrai. La Girafe 84, on a espoir de te voir sur Avignon un de ces jours. Bah déjà, on m'y a vu il y a 31 ans, parce que je suis né là-bas. Mais oui, Avignon, pareil, c'est dans les clous. En fait, on travaille sur la tournée 2026 et on vise toutes les villes où on n'est pas déjà allé. Donc voilà. Là, le prochain rendez-vous, c'est Bordeaux, les amis. Il reste 10 places. Voilà, donc n'hésitez pas, je redonne le lien. Je compte sur vous, les amis, même si vous connaissez des gens à Bordeaux, partagez le lien, voilà, parce qu'on n'a pas de promo ailleurs, vous vous en doutez. D'ailleurs, on n'a pas de promo tout court. En vérité, personne ne nous invite pour parler du spectacle. Donc on se débrouille, c'est pas grave, on y arrive. Et puis voilà. Donc, ça régale. Voilà, c'est que du plaisir. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire les copains, 18h20, on va finir comme ça aujourd'hui. Alors les rendez-vous, on a interview demain avec un camarade, c'est sur YouTube, vous allez voir, je vous en dis pas plus. On aura également dimanche cet extrait Hypnocratie que je viens de vous montrer si vous voulez le revoir.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, le retour du Juste Bistrot. On aura de la farce tranquille et on aura une grande annonce dimanche prochain qui concerne nos amis québécois. Voilà, je mets pas trop de suspense. On a une grande annonce côté Québec, ce sera fin de semaine prochaine. Donc voilà, et vendredi, il y a normalement une vidéo sur Mitterrand. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est le scoop, c'est entre nous, c'est cadeau. Donc les amis, merci vraiment d'avoir été là. On a passé une belle semaine encore. Pas de Juste Bistrot demain, je suis à Bordeaux pour le spectacle. Je reviens à la maison dimanche, donc je serai opérationnel lundi. Les amis, merci d'avoir été là. J'espère vraiment que cette séquence vous a plu. En tout cas, je me suis régalé à vous proposer ça. Vous êtes au top, voilà, pas plus à dire, vous êtes au top les copains, gardez la banane et vraiment, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas taré, gardez du plaisir, prenez du plaisir à ce que vous faites. Oui, tout ça devrait nous rendre fous, tout ça devrait nous hypnotiser, oui, tout ça est complètement dingue, et ben pour autant, gardons la banane, prenons du recul, soyons lucides, gardons la tête froide et profitons de la vie, voilà, profitons de ce qu'il y a de bien. C'est un discours un peu con, mais j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous dire des choses comme ça, qui sont évidentes, mais qui font du bien. Voilà, qui font du bien. Profitez. Voilà. Vous aimez les grillades, mangez les grillades. Vous aimez faire la course à pied, faites la course à pied. Vous aimez écouter de la musique, bah écoutez de la musique. Voilà. Et prenez du bonheur, prenez du plaisir, les amis. Arrêtons un peu avec cette morosité ambiante où on se casse la tête en permanence. Vraiment. Prenez du plaisir. Je sais que c'est naïf ce que je vous dis, mais j'ai envie d'envoyer des messages un peu positifs. Parce que voilà, on parle de dinguerie, donc c'est bien quand même parfois de dire des trucs sympas. Donc je vous embrasse, les amis, merci d'avoir été là. Rendez-vous à Bordeaux samedi soir pour les zinzins qui seront là. Et le reste de l'équipe, c'est lundi dans le Juste Bistrot. Je vous embrasse, vous êtes au top. Vive la rigolade, vive la France.